Le message est arrivé à 23h47. J'étais assis dans la cuisine, terminant mon café froid, après une journée de 12 heures sur le chantier. Mes mains se souvenaient encore des vibrations du marteau-piqueur. Mes doigts tremblaient légèrement, engourdis par la fatigue. Dehors, la pluie tombait. La première de ce mois d'octobre glacial. Une pluie perçante, froide et méchante. Marine m'a écrit, cette nuit, je serai avec un autre homme. J'ai souri. Elle adorait ce genre de blague. Le mois dernier, elle m'avait fait croire qu'elle avait brûlé mes diplômes, et j'ai failli faire une crise cardiaque, avant de les retrouver dans l'armoire aux couvertures. Elle riait toujours ensuite, de ce rire cristallin, qui me poussait à tout lui pardonner. J'ai commencé à taper une réponse, prêt à écrire quelque chose comme « J'espère qu'il fera la vaisselle à ta place ». Mais c'est alors qu'une photo est arrivée. Notre linge de lit. Je l'ai reconnu à ses coquelicots bleus, qu'elle avait choisis il y a 3 ans chez Ikea, parce qu'il lui rappelait son enfance chez sa grand-mère. Nos oreillers, marqués par mes traces de bronzage, après nos pêches estivales. Et elle, presque ma femme depuis 15 ans, se serrait contre un homme, que j'ai reconnu instantanément. Antoine. Mon meilleur ami depuis le lycée. Celui qui m'avait tenu par les épaules à la mort de ma mère, et qui avait pleuré avec moi, bien que la sienne soit toujours en vie. Celui à qui je confiais les clés de l'appartement, en cas d'urgence. Celui qui avait épousé mon ancienne camarade de classe, et qui se plaignait sans cesse de la froideur de son mariage. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté mon téléphone. J'ai fixé l'écran, jusqu'à ce que l'image s'éteigne d'elle-même. Puis, je l'ai déverrouillé à nouveau. La photo était toujours là, elle n'avait pas disparu, elle ne s'était pas transformée en blague. J'ai ouvert l'ordinateur portable, posé sur la table de la cuisine, une table couverte de rayures de couteau et de traces de verre. J'ai ouvert les applications bancaires. Le mot de passe était sa date de naissance, un choix qu'elle croyait original. J'ai regardé les polices d'assurance, les papiers de l'appartement. Cet appartement, acheté l'année dernière, payé entièrement avec mon argent, fruit de 12 années d'économie, sans vacances, sans week-end. Mais il était à son nom, par mesure de sécurité. Mon chéri, on ne sait jamais ce qui peut arriver, disait-elle. J'ai tout noté dans un vieux carnet, celui que j'utilisais pour mes devis de chantier. Froidement, méthodiquement, comme me l'avait appris mon père chirurgien, avant de mourir d'un cancer. D'abord le diagnostic, ensuite le traitement. Aucune émotion dans la salle d'opération. À 2 heures du matin, j'ai trouvé ces messages avec Antoine. Il discutait sur une application secrète, mais avait oublié de supprimer les sauvegardes du cloud, auxquelles j'avais accès. C'est moi qui payais l'abonnement. 6 mois. 6 mois de ma vie, vécus en parallèle de leur moquerie sur ma simplicité d'ouvrier, de leurs plans pour se voir pendant que l'idiot était au travail, et de leurs photos prises dans nos endroits préférés. Il riait de la façon dont j'avais réparé le robinet de l'appartement d'Antoine, sans me douter qu'elle y était avec lui, 1 heure plus tôt. Il s'amusait de ma naïveté, moi qui croyais à ses cours du soir en anglais, soi-disant prévus les mardis et jeudis. J'ai tout lu, puis relu, en notant les dates. Les coïncidences s'emboîtaient, comme des pièces de puzzle. Mon anniversaire, quand elle est tombée malade et est restée dans le noir. Elle était avec lui, à l'hôtel. Notre anniversaire de rencontre, quand je lui ai offert une bague en saphir. Elle avait dit qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait dormir, et elle a couché avec lui, dans notre lit, pendant que je restais au salon, heureux de l'avoir rendue joyeuse. À 3 heures, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Marine était de retour. J'étais assis dans le salon plongé dans le noir, immobile, comme un meuble. Elle riait doucement dans l'entrée, en tapant un message. L'écran illuminait son visage d'une douce lueur bleue. Je connaissais ce rire, je l'avais déjà vu. Avant, il m'était destiné. Un murmure, « Bonne nuit, mon héros ». Ensuite, elle est passée devant moi, filant vers la chambre, sans remarquer mes mains agrippées au bord de la table, les jointures blanchies. Elle s'est endormie instantanément, paisiblement, comme un nouveau-né qui n'a rien à cacher. Je suis resté assis encore 1 heure, à écouter sa respiration. 15 ans. Notre premier baiser, sous les tilleuls de l'université. Notre mariage en petit comité, car nous n'avions pas d'argent pour une grande réception. Ces 3 fausses couches, après lesquelles je la serrais contre moi toute la nuit,
terrifié à l'idée qu'elle ne se brise. Les promesses du nouvel an, les voyages d'été à la mer, financés en rognant sur tout. Tout cela n'était qu'un décor pour leur blague, pour ce « mon héros » murmuré à un autre homme, sous mon propre toit. Au matin, je suis redevenu le mari parfait. Levé à 6 heures, comme toujours. J'ai préparé le café avec la machine qu'elle voulait, bien que je préfère la cafetière italienne. J'ai apporté la tasse dans la chambre. Elle a ouvert les yeux, des yeux bleus, bordés de cils que je considérais autrefois comme les plus beaux du monde, et elle m'a souri, encore endormie. « Tu es adorable », a-t-elle dit. Et je lui ai rendu son sourire, sentant mon visage bouger par inertie, sans que mon cœur n'y participe. « Tu as bien dormi ?» ai-je demandé, en m'asseyant sur le bord de ce lit qu'ils avaient sali. « Très bien. » Elle s'est étirée, et j'ai remarqué une trace sur son cou. Pas un suçon, non. Antoine était plus malin. Juste une rougeur, causée par une barbe naissante. Ma propre barbe ne laissait pas de telles marques. J'ai fait un rêve stupide. Tu me racontes? Je ne m'en souviens plus. Elle a bu une gorgée de café, fuyant mon regard, tout en vérifiant son téléphone sous la couette. Je rentrerai encore tard, ce soir. Les cours d'anglais. L'examen approche, tu sais. J'ai hoché la tête, j'ai loué ses efforts, et je l'ai embrassé sur le front. Sa peau était chaude, familière, mais désormais étrangère. En sortant de la pièce, j'ai récupéré un dictaphone caché dans le vase aux pivoines artificielles, un cadeau du nouvel an dernier, qu'elle n'avait jamais pris la peine de dépoussiérer. J'ai vérifié la batterie, et noté l'heure, 7h15, début de l'enregistrement. Au travail, je n'ai rien fait. Je suis resté dans le vieux bureau du chef de chantier, qui sentait la poussière et l'huile de moteur, et j'ai élaboré mon plan. J'ai transféré toutes mes économies sur un compte, ouvert au nom de ma défunte mère. Techniquement, j'étais son seul héritier, et la banque n'a posé aucune question. J'ai remboursé par anticipation sa carte de crédit, celle qu'elle utilisait pour ses soi-disant cours. La dette était soldée, mais l'historique des paiements restait, prouvant ses dépenses dans des hôtels et des restaurants. J'ai trouvé un avocat, grâce à une connaissance qui avait déjà divorcé 3 fois. Ce sont des divorces complexes, m'a-t-il dit, et j'ai compris ce qu'il sous-entendait, des affaires sales, mais qu'on peut gagner. Antoine m'a appelé à l'heure du déjeuner, pour m'inviter à pêcher ce week-end. J'ai fixé son nom sur l'écran. J'imaginais ses mains sur elle, j'entendais sa voix chuchoter, mon héros. J'ai répondu avec un enthousiasme, que je n'avais plus ressenti depuis mon service militaire. Tu m'as manqué, mon frère, lui ai-je dit, et il m'a cru. Ils y croyaient toujours, car j'étais le gentil idiot de la classe ouvrière, celui qui porte des sacs de ciment et qui croit encore à l'amour. Le soir, je suis rentré avec des fleurs. Des chrysanthèmes. Elle les détestait, mais souriait toujours en les recevant. Elle m'a pris dans ses bras, et j'ai senti sur ses cheveux le parfum d'un autre shampoing. Un parfum d'homme, cher, différent de celui de notre salle de bain. J'ai souri contre son épaule, sentant qu'une chose, au fond de ma poitrine, venait définitivement de mourir. Ce n'était pas de la douleur. La douleur est un sentiment bien trop simple. C'était quelque chose de froid, de dur, et de magnifique dans sa clarté. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongé à ses côtés, j'écoutais sa respiration, tout en planifiant méthodiquement la suite. Froidement, comme me l'avait appris mon père. Le diagnostic était posé. Le traitement allait commencer dès l'aube. Le matin a commencé par son sourire. Elle s'était réveillée avant moi, ou bien elle faisait semblant. Elle était allongée sur le côté, observant l'ouverture de mes yeux. C'était sa vieille ruse. J'adore te regarder te réveiller. Autrefois, je fondais. Aujourd'hui, je comptais ses cils, évaluant le mensonge caché derrière chaque battement. Tu as eu un sommeil agité, n'est-ce pas, a-t-elle demandé, en caressant ma joue. Des cauchemars? Le travail. J'ai levé les yeux vers le plafond, où une fissure, apparue il y a 2 ans, attendait toujours d'être réparée. Beaucoup de travail. Elle s'est levée, et je l'ai entendue chanter sous la douche. Je l'aime à mourir. Notre chanson, celle sur laquelle nous avions dansé à notre mariage, entourés de proches qui, depuis, étaient morts ou partis loin.
Elle chantait faux, déraillant d'un demi-ton, comme à son habitude. Avant, je trouvais ça touchant. Maintenant, je l'enregistrais dans ma mémoire. Elle chante quand elle est heureuse. Donc, elle est heureuse. Dans la cuisine, elle a préparé des œufs brouillés. Un événement rare, car d'ordinaire, je cuisinais moi-même. Je la regardais casser les œufs d'une seule main. Ce petit tour, dont elle se vantait devant nos invités. Son poignet était rougi par le frottement d'un bracelet, que je ne lui connaissais pas. Un bracelet en argent, orné d'un motif que j'avais vu dans leur message. Je t'ai acheté ça, pour que tu penses à moi. Antoine lui offrait des cadeaux avec mon argent, pendant que je trimais. Un nouveau bracelet, ai-je demandé, en mordant dans une tartine, qu'elle avait laissé griller un peu trop longtemps. Je me le suis acheté, a-t-elle répondu, sans me regarder, concentrée sur sa poêle. En solde. Il ne te plaît pas? Très joli. J'ai souri, en mâchant mon pain carbonisé. Vraiment très beau. Elle est partie pour ses cours à 9 heures. Debout près de la fenêtre, je l'ai regardée monter dans un taxi. Pas un bus, comme elle le prétendait. Le taxi est parti vers le centre-ville, en direction de l'hôtel Le Marceau. La chambre 412, d'après leurs échanges. Je le savais, car j'avais vérifié sa réservation, via une application qu'elle avait oublié de dissocier de mon adresse mail. Je connaissais l'heure d'arrivée, l'heure de départ, et même ses préférences en matière d'oreiller. Je savais tout, sauf ce que cela faisait, d'être aussi aveugle que je l'avais été. Le silence est retombé sur l'appartement. J'ai sorti le dictaphone du vase, et j'ai écouté les enregistrements. Leur conversation nocturne, chuchotée sous la couette. Ils ne remarquent rien. Ils ne remarquent jamais rien. La voix de Marine, tremblante d'excitation, « Je veux partir avec toi, mais comment ?» Il va s'effondrer. Antoine, calme et confiant, attend 6 mois. Je divorce, je vends mon appartement, et on achète un truc ensemble. Je les écoutais planifier ma vie, sans moi, et j'ai ressenti un étrange soulagement. Ils pensaient maîtriser le jeu. Ils ignoraient que les règles avaient déjà changé. J'ai commencé par les documents. Cet appartement, acheté avec mes fonds mais mis à son nom, c'était ma plus grave erreur. J'ai retrouvé l'acte de vente, les relevés bancaires, et les virements du chantier. Mon chef a d'ailleurs rédigé une attestation, oui, monsieur a travaillé pour nous. Toutes ces heures supplémentaires ont été versées sur ce compte. J'ai tout scanné, copié, et classé dans des dossiers. Ma mère, décédée depuis 8 ans, devenait soudainement ma meilleure alliée, son héritage, ses comptes, son nom sur les relevés. Ensuite, je suis allé voir l'avocat. Maître Beaumont, un vieux loup de 70 ans, vêtu d'une veste en tweed. Il m'a écouté, tout en sirotant un thé noir. Il n'a pas été surpris quand je lui ai parlé des photos. Il ne s'est pas offusqué en lisant les messages. Il a simplement hoché la tête, prenant des notes dans la marge, avant de me demander. Cherchez-vous la justice, ou la victoire? La victoire, ai-je répondu, sans aucune hésitation. Alors, oubliez la justice. Il a souri, dévoilant des dents abîmées. Et oubliez vos émotions. Nous avons 6 mois devant nous. Pendant ce temps, vous devez devenir le meilleur mari du monde. Des cadeaux, de l'attention, de la tendresse. Ainsi, lorsque la vérité éclatera, personne ne pourra croire que vous préméditiez une vengeance. Vous êtes la victime. Et les victimes ne planifient rien, elles ne font que souffrir. J'avais compris. C'était une partie d'échecs, où je devais me faire passer pour un simple pion, jusqu'à ma transformation en reine. Le soir même, je lui ai acheté des fleurs. Pas des chrysanthèmes. Cette fois, des roses blanches, très chères. Elle est rentrée à 8 heures, épuisée. Sous son parfum, celui que je lui avais offert l'an passé, flottait l'odeur d'une eau de Cologne masculine. Elle a vu les roses, et a fondu en larmes. Je l'ai serrée dans mes bras, sentant ses épaules tressautées, en me demandant si elle pleurait de remords, ou de peur que tout s'arrête. « Tu es trop bon pour moi », a-t-elle chuchoté contre mon épaule. « Je ne te mérite pas. » « Que dis-tu là ?» Je me suis reculé, pour plonger mon regard dans ses yeux rougis. « Tu mérites tout ce qui t'arrive. » Ces mots résonnaient comme une sentence.
Les semaines suivantes, j'ai été exemplaire. Je rentrais plus tôt du travail, je préparais le dîner, et je lui massais les pieds avant de dormir. J'écoutais le récit de ses faux cours, je posais des questions, je faisais semblant d'y croire. Je lui offrais des cadeaux sans raison, des livres qu'elle ne lisait jamais, des bijoux qu'elle portait pour retrouver Antoine. Je tenais un journal secret dans mon téléphone, consignant le moindre de ses mensonges, le moindre retard, la moindre trace de mains étrangères. Antoine m'appelait 2 fois par semaine. Nous nous retrouvions dans notre vieux bar, pour boire des bières et parler du lycée. Il se plaignait de sa femme, de son travail, de sa vie. Je hochais la tête, je le conseillais, je payais l'addition. Il ne remarquait pas le dictaphone, dissimulé dans mon porte-clés. Il ne remarquait pas que je ne buvais jamais plus d'une bouteille, que mon regard restait beaucoup trop lucide, ou que mes rires étaient décalés d'une fraction de seconde. « Tu as changé », m'a-t-il dit un jour, en m'observant. « Tu as l'air distant. » C'est la fatigue. J'ai haussé les épaules. Les chantiers, le prêt immobilier. Tout ça. J'ai besoin de repos. Il m'a tapé sur l'épaule, et j'ai imaginé le bruit de son bras en train de se briser. Ta femme est en or, prends en soin. J'en prends grand soin, ai-je répondu, et nous avons trinqué à cela. À la fin du 2e mois, j'ai avancé mon premier pion décisif. Marine m'a suggéré de renégocier notre prêt immobilier, pour obtenir de meilleures conditions. Tu travailles tellement, m'a-t-elle dit. Si au moins nos mensualités pouvaient baisser. J'ai accepté, feignant une gratitude inexistante. Nous sommes allés à la banque, et j'ai proposé. Et si on mettait tout à ton nom? Ce serait plus sûr. Imagine qu'il m'arrive un accident sur le chantier. Elle m'a regardé avec une telle chaleur, que j'ai douté l'espace d'un instant. Puis, je me suis rappelé la photo. Le lit, les coquelicots bleus. Tu es sûr, a-t-elle demandé. Absolument. J'ai signé le document de renonciation, chaque lettre tracée me rapprochant du but final. J'ai une confiance aveugle en toi. Elle m'a pris dans ses bras, juste devant le conseiller bancaire, qui nous regardait avec le sourire. Une scène touchante, un couple aimant. Personne ne voyait que je fixais la caméra de surveillance, pour immortaliser l'instant. Personne ne savait que, 6 mois plus tard, cet enregistrement prouverait mon absolue bonne foi. Le 3e mois m'a offert une opportunité inattendue. Marine est tombée malade. Une vraie grippe, pas une excuse inventée. Elle est restée clouée au lit, et je me suis occupé d'elle comme d'une enfant. Je lui préparais du thé, je prenais sa température, je lui lisais ses romans préférés à voix haute. Elle me regardait avec une reconnaissance qui, peut-être, était sincère. Peut-être que dans ces moments-là, elle m'aimait vraiment. Mais l'amour n'efface pas la trahison, tout comme la trahison n'efface pas l'amour. Les deux coexistent, comme 2 lignes parallèles, qui se sont croisées un jour pour ne plus jamais se rejoindre. Une fois guérie, elle a passé plus de temps à la maison, délaissant ses faux cours. J'observais cela avec curiosité. Avait-elle peur de me perdre, ou était-elle simplement fatiguée de sa double vie? Peu importe. Les plans d'Antoine tombaient à l'eau. Sa femme refusait le divorce, son appartement ne se vendait pas. En lisant leurs messages, j'ai vu qu'il devenait nerveux, exigeant d'elle une décision. Elle repoussait l'échéance, hésitante. Et je l'aidais à douter, en étant un mari bien trop parfait pour être quitté. J'ai consacré le 4e mois à mes montages financiers. J'ai ouvert des comptes, transféré des actifs, et créé des traces écrites irréfutables. Je ne cachais rien, tout était légal et transparent. Je préparais simplement l'avenir. Ma mère, morte depuis 8 ans, venait soudainement de recevoir un héritage, de la part d'un cousin éloigné en Autriche. Des faux papiers, que Maître Beaumont avait fabriqués avec une élégante simplicité. Cet argent n'entrerait pas dans le partage des biens lors du divorce. Il m'appartenait, exclusivement. Au 5e mois, Marine est tombée enceinte. Elle ne me l'a pas dit tout de suite. Je l'ai découvert grâce à son historique de recherche, synchronisé sur ma tablette, comment établir la paternité, calendrier des échographies, interruption de grossesse précoce. Je fixais l'écran, le ventre noué par un vide immense. Cela pouvait être mon enfant. Nous faisions toujours l'amour, bien que plus rarement.
Mais cela pouvait aussi être le sien. Elle-même l'ignorait. Je n'ai rien laissé paraître. J'ai continué à jouer mon rôle à la perfection, tout en sachant que le dénouement approchait. Le délai de 6 mois touchait à sa fin, et son temps était écoulé. Lors de la dernière semaine, j'ai rassemblé toutes les preuves. Les conversations, les photos, les bandes audio, les relevés financiers. J'ai fait des copies, rempli des enveloppes, et apposé des étiquettes. Maître Beaumont a tout revérifié, par 2 fois. Il a hoché la tête. C'est parfait. Elle n'obtiendra rien, à part des dettes. Et peut-être un enfant, que vous refusez de reconnaître. Je ne demanderai pas de test de paternité, ai-je précisé. Qu'elle vive avec ce doute. C'est cruel, a souri l'avocat. C'est nécessaire, ai-je répondu. La veille du dépôt des documents, je suis rentré avec un bouquet de fleurs des champs, celle-là même qui poussait près de l'université de notre rencontre. Marine était à la maison. Elle a pris le bouquet, a fondu en larmes, et m'a serré contre elle avec une force inouïe. Je t'aime, a-t-elle sangloté. Et j'ai cru que c'était vrai. C'était la vérité de cet instant précis. Mais la vérité d'un instant n'est pas celle d'une vie entière. Moi aussi, ai-je répondu. Ce fut le tout dernier mensonge que je lui ai raconté. La nuit venue, étendu près d'elle, j'écoutais son souffle en pensant au lendemain. Je ne pensais pas à la vengeance. La vengeance était déjà accomplie, elle l'ignorait, c'est tout. Je pensais au silence qui allait suivre. À la pureté d'un appartement vide. À cette nouvelle vie, qui débute seulement lorsque s'effondrent nos plus grandes illusions. L'aube s'est levée, grise et pluvieuse. Je me suis levé, je me suis habillé, et je l'ai embrassée dans son sommeil. Elle a esquissé un sourire, les yeux toujours clos. J'ai franchi la porte, et je me suis rendu chez le notaire, pour déclencher la fin. Le dossier a glissé sur le bureau, dans un léger bruissement de papier. Je regardais les doigts potelés de Madame Lambert, une femme à lunettes qui ressemblait à mon ancienne directrice d'école. Elle tournait les pages, apposait des tampons, des signatures, des dates. Tout était verrouillé, pour ne lui laisser aucune issue. 6 mois d'efforts, condensés en 20 minutes de procédure administrative. Un divorce pour faute, sur la base de l'adultère, a-t-elle constaté, sans lever les yeux. Les biens acquis pendant le mariage devront être partagés. Sauf, évidemment, si la faute est prouvée. Elle est prouvée. J'ai posé l'enveloppe contenant les photos. Elle l'a ouverte, a jeté un œil, et l'a refermée. Son expression est restée de marbre. 30 ans de métier l'avaient blindée. C'est une démarche d'une rare brutalité, monsieur, a-t-elle remarqué. Remettre ça en main propre est assez inhabituel. C'est très pratique, ai-je répliqué. Ça fait gagner du temps au tribunal. Elle a opiné du chef, comme si je venais d'énoncer une évidence, et a repris sa paperasse. Je regardais l'heure. 10 heures pile. Marine devait être en train de se réveiller. Comme tous les matins, elle allait attraper son téléphone, pour chercher un message d'Antoine. Mais aujourd'hui, il n'y aurait rien. Il l'avait bloqué la veille. J'avais vu une capture d'écran, dans sa corbeille supprimée qu'elle avait restaurée par erreur. La femme d'Antoine avait découvert le pot aux roses. Ne m'écris plus. 4 mots, censés ravager sa matinée. Mais elle ne le savait pas encore. Elle dormait, persuadée que son monde tournait encore rond. J'ai déposé le dossier au tribunal à 11 heures. Maître Beaumont m'attendait sur les marches. Il fumait un fin cigare, qu'il prétendait ne pas fumer, sous prétexte qu'il n'en avalait pas la fumée. L'audience aura lieu dans 3 semaines, a-t-il annoncé, en récupérant ma chemise cartonnée. D'ici là, silence radio. Pas un mot, pas une allusion. Je sais. J'ai levé les yeux vers la façade du palais de justice. Imposante, austère, et juste. Ça fait 6 mois que j'attends ce jour. Faux, a-t-il corrigé, en réajustant ses lunettes. Vous l'attendez depuis 15 ans. Vous l'ignoriez, c'est tout. Je suis rentré chez moi à l'heure habituelle. Elle était au fourneau, préparant un pot-au-feu selon la recette de sa grand-mère. L'odeur embaumait l'appartement, réveillant une profonde nostalgie, cette étrange chimie du cerveau qui associe les saveurs au bonheur.
Je me suis figé dans l'entrée, humant l'air. Je me suis souvenu du tout premier repas qu'elle m'avait cuisiné. Nous mangions par terre, dans un studio loué, faute de table. Elle s'était tachée, elle avait ri, et je lui avais essuyé son tablier. 15 ans. Tant de repas partagés, tant de rires envolés, désormais remplacés par le silence. Tu es rentré. Elle a passé la tête, et j'ai vu qu'elle avait pleuré. Ses yeux étaient rougis, mais elle s'efforçait de sourire. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Je savais. Je savais qu'elle était enceinte, qu'elle ignorait qui était le père, qu'Antoine ne répondait plus depuis le matin, et qu'elle était terrifiée à l'idée de tout perdre. Je le savais, et pourtant, j'ai demandé. Quelle nouvelle? Elle s'est approchée, a pris mes 2 mains, et les a posées sur son ventre. Un ventre encore plat, sans aucune rondeur apparente. Mais elle le savait déjà, elle le sentait. Elle aimait déjà ce petit être en elle. Nous allons être parents, a-t-elle chuchoté. J'ai tellement peur. Je ne sais pas si je suis prête, mais avec toi à mes côtés. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il y avait de la sincérité. De la peur, de l'espoir. Tout ce que j'avais cherché pendant 15 ans, je le trouvais enfin. Mais c'était trop tard. Beaucoup trop tard pour faire demi-tour. Si elle m'avait dit ça un mois plus tôt. Si elle m'avait choisi, moi, le soir où elle a envoyé cette photo. Avec des « si ». Mais la réalité était là. Il y avait ce mensonge, qu'elle taisait. Et il y avait moi, qui savais tout. Je suis épuisé, ai-je lâché, et elle a pris cela pour une fatigue physique. Elle m'a embrassé sur la joue, et est retournée à ses fourneaux. Repose-toi. On dîne dans 1 heure. Je me suis enfermé dans la chambre. J'ai sorti une valise du placard. Une valise neuve, achetée la veille, et totalement vide. J'ai commencé à ranger mes affaires. L'essentiel, rien de plus. Des vêtements, mes papiers, la vieille montre de mon grand-père, et un portrait de ma mère. Aucun album de mariage, aucune photo de nous, aucun cadeau de sa part. Uniquement ce qui m'appartenait avant de la connaître, et ce qui me resterait après son départ. Une demi-heure plus tard, elle a toqué à la porte. Tu dors? Non. J'ai refermé la valise, et je l'ai glissée hors de vue. J'arrive. Le dîner fut silencieux. Elle tentait de me parler de berceau, d'école maternelle, du choix du prénom. Je me contentais d'hocher la tête, en avalant ma nourriture. Chaque bouchée pesait 1 tonne dans mon estomac. Le pot-au-feu était délicieux, cuisiné avec un soin inédit. Peut-être par joie, peut-être par culpabilité, ou par cet amour qui s'était réveillé bien trop tard. À la fin du repas, j'ai prétexté vouloir me coucher tôt. Elle a été surprise, car j'avais l'habitude de regarder un match de foot ou d'étudier mes plans, mais elle a accepté. Nous nous sommes couchés dans l'obscurité, et elle s'est blottie contre mon dos, comme elle le faisait depuis 15 ans. Ses cheveux dégageaient la même odeur que lors de notre première nuit. Sa respiration a ralenti, signe qu'elle s'endormait. Couché dans le noir, je comptais ses inspirations, en me disant, c'est la dernière fois. C'est la fin. Je suis en train de tout détruire. À 3 heures du matin, je me suis levé. Épuisée par sa grossesse, elle dormait à poing fermé. Je me suis habillé, j'ai attrapé ma valise, et j'ai traversé l'appartement, pour rassembler mes dernières affaires. Sur la table de la cuisine, j'ai laissé une enveloppe. À l'intérieur, une copie de la requête en divorce, les tirages photos, l'historique complet de ses messages avec Antoine, et un mot. Un mot que j'avais recommencé 20 fois, pour être sûr d'aller à l'essentiel. Tout est entre les mains de la justice. L'audience est fixée. Les signatures, la date. Et rien d'autre. Je suis sorti, j'ai verrouillé la porte, et j'ai glissé mes clés dans la boîte aux lettres. Qu'elle croit à un retour possible. Qu'elle espère, qu'elle attende le matin, dans l'incompréhension totale. J'ai dévalé les escaliers. Dehors, il pleuvait, exactement comme lors de cette fameuse nuit. Immobile sous un lampadaire, je laissais l'eau tremper mon manteau, les yeux rivés sur notre fenêtre obscure. Dormait-elle toujours? Elle l'ignorait encore. Dans ses rêves, elle était encore heureuse, enceinte d'un enfant qui n'était peut-être pas de moi, et mariée à un homme qu'elle venait de perdre,
sans même s'en apercevoir. Je me suis mis en route. Un taxi m'attendait au coin de la rue. Je l'avais réservé. Tout était millimétré. Maître Beaumont m'avait dégoté une chambre dans une maison de banlieue, un endroit où personne n'aurait l'idée de me chercher. 3 semaines avant le procès. 3 semaines d'un silence absolu, le temps qu'elle reçoive sa convocation, qu'elle déniche un avocat, et qu'elle réalise que son monde venait d'imploser. L'audience était fixée à un jeudi. Je suis arrivé à 9 h, vêtu d'un costume acheté pour l'occasion. Ni mon bleu de travail, ni mon costume de mariée. Un vêtement étranger, froid, conçu pour le tribunal. Maître Beaumont m'attendait à l'entrée. Il m'a fait un signe de tête. Elle est déjà à l'intérieur. Ne vous retournez pas. Je ne me suis pas retourné. Je me suis assis à la place du défendeur, même si j'étais à l'origine de la plainte. Une simple formalité. Le coupable doit toujours rendre des comptes, même quand il tente d'accuser l'autre. La juge a fait son entrée. Une femme d'une 50aine d'années, au visage de marbre, imperméable à toute émotion. Le procès a commencé. Marine était assise à la table d'en face, assistée d'un avocat que je ne connaissais pas. Un jeune homme nerveux, visiblement mal préparé. Elle avait changé. Elle avait maigri, et des cernes sombres creusaient son visage. Elle n'avait probablement pas dormi depuis la découverte de l'enveloppe. Je sentais son regard peser sur moi, mais je refusais de tourner la tête. Je fixais la juge, les dossiers, l'horloge. Mon client demande, a commencé Maître Beaumont, sa voix méthodique et glaciale résonnant dans la salle. Un divorce pour faute, sur la base de l'adultère de la partie adverse. Il requiert également l'attribution exclusive des biens acquis sur ses fonds propres, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Il énumérait les requêtes, et je l'entendais halter. Elle tentait de réprimer ses sanglots. Quand il a produit les photographies, j'ai entendu son murmure désespéré à l'attention de son avocat, « Ce n'est pas ce que vous croyez ». Quand il a diffusé les enregistrements audio, un lourd silence s'est abattu sur la salle. Sa voix. La voix d'Antoine. Leur rire, leur conversation, leur projet. Et ma propre voix, résonnant, j'ai une confiance aveugle en toi. Ce fameux jour, à la banque, où elle avait mis le prêt à son seul nom. Madame la juge, s'est exclamé son avocat, la voix tremblante. Ma cliente est enceinte. Je vous prie de tenir compte de cet état. La grossesse ne constitue pas une circonstance atténuante lors du partage des biens, a tranché la magistrate. Poursuivez. Maître Beaumont a poursuivi. Pièce après pièce, fait après fait. Je n'ai pas prononcé une syllabe. Mon rôle consistait à garder le silence, à incarner la souffrance. Cette image de victime, qui prenait de l'épaisseur à chaque minute. À l'apparition de la photo dans notre lit, j'ai baissé les yeux. Ce n'était pas de la comédie. Une nausée bien réelle m'a pris la gorge. J'avais beau avoir vu cette image des centaines de fois, ici, en pleine lumière, devant des inconnus, avec sa respiration haletante dans mon dos, tout était différent. La rupture était consommée. Le verdict est tombé 2 heures plus tard. Le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs. Le prêt immobilier lui incombait totalement. L'appartement devait être vendu pour solder la dette, mais, compte tenu de mon apport initial, 70% de la somme m'était allouée. Quant à la pension alimentaire pour l'enfant à naître, elle ne serait envisagée qu'après un test de paternité, que je refusais de faire de mon plein gré. Enfin, elle fut condamnée à me verser des dommages et intérêts. J'avais tout gagné. Et j'avais tout perdu. Dans les couloirs du tribunal, elle m'a rattrapé. Elle a agrippé ma manche, en larmes, balbutiant des phrases incohérentes, « Pardonne-moi. Je ne savais pas. Je t'aime. Je vais me tuer. » Je me suis arrêté, et je l'ai regardée. C'était une autre femme. Plus la fille qui envoyait des photos, plus la femme qui préparait de bons petits plats. C'était une femme en ruine. Détruite par ses propres mains, par ses propres choix, par ses propres mensonges. Fais le test de paternité, lui ai-je répondu, et elle s'est figée. Fais-le ou ne le fais pas, peu m'importe. Moi, je ne m'en mêlerai pas. C'est peut-être le tien, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Peut-être. J'ai hoché la tête. Mais tu ne le sais pas,
je ne le sais pas, et nous ne le saurons jamais. C'est ton enfant. Le tien. Pas le nôtre. J'ai tourné les talons. Elle m'a crié quelque chose, mais je n'écoutais plus. Maître Beaumont m'a accompagné en silence jusqu'au parvis. Dehors, il m'a offert un cigare, que j'ai décliné. Fier de vous, m'a-t-il demandé. Non, ai-je répondu avec franchise. Mais je ne regrette rien. Il a acquiescé, comme s'il comprenait, et s'est dirigé vers sa voiture. Je suis resté planté là, baigné de soleil. Pour la première fois depuis des semaines, le soleil brillait. Mais je ne ressentais qu'un immense vide. Pas le frisson de la victoire, juste ce vide béant qui vous envahit, lorsque disparaît le seul but qui vous maintenait en vie. 3 mois plus tard, je l'ai aperçue au supermarché. Elle était assise sur un banc près de l'entrée, avec une poussette. À l'intérieur, une petite fille. Elle lui ressemblait, avec ses yeux bleus. Des yeux qui pouvaient venir de moi, ou de lui. Elle n'avait pas changé depuis le tribunal, toujours aussi maigre, le visage vieilli, les yeux cernés. Elle m'a regardé, et j'ai regardé à travers elle. Comme à travers une vitre. Comme on regarde un passé révolu. Elle n'a pas bougé. Je ne me suis pas approché. Nous sommes restés ainsi, à nous dévisager, jusqu'à ce qu'un client me bouscule avec son caddie. J'ai repris ma route vers le rayon des laitages, retournant à cette vie normale, que je tentais de reconstruire avec les morceaux. La vengeance ne m'a pas rendu heureux. Mais elle l'a rendue profondément malheureuse. De façon juste, implacable, et sans aucun droit d'appel. Et quand je me couche la nuit dans mon nouvel appartement, dans des draps dépourvus de coquelicots bleus, il m'arrive parfois d'entendre sa voix, « Bonne nuit, mon héros ». Je m'endors, en sachant pertinemment que les héros n'existent pas. Il n'y a que des gens qui se brisent, et des gens qui brisent les autres. Et, entre eux, un silence abyssal et impitoyable, tout comme ma vengeance. Que pensez-vous de cette histoire? Cette vengeance était-elle trop cruelle, ou simplement méritée? Partagez votre avis dans les commentaires, votre point de vue m'intéresse. Et si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pour ne pas manquer nos prochains récits sur les passions humaines, les trahisons, et cette frontière infime où l'amour bascule vers la destruction. À très bientôt pour une nouvelle histoire.